Nous sommes le mardi 29 avril 2025 et vous écoutez la seconde émission spéciale consacrée au Lumix S1R Mark II de la 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, on va s'intéresser au dernier né de la gamme full frame de Lumix, le S1R Mark II, nouveau fleuron de la marque qui met l'ultra haute définition au service des créateurs photographes et vidéastes. Pour vous en parler, nous recevons Laurent Carcena de Lumix France qui est accompagné du youtubeur et créateur de contenu Damien Bernal. Avec eux et pendant plus d'une heure, nous allons tout vous dire sur ce nouvel appareil et sur l'écosystème offert par la Helmont Alliance. Eh ben c'est parti, deuxième émission spéciale de cette saison 10 du podcast Faut pas pousser les ISO. Comment vas-tu Benjamin aujourd'hui ? Salut Arthur, écoute, ça va très bien. Moi, j'ai été dans le camp des enthousiastes sur le premier S1R. Il n'y en avait pas énormément. Il y avait beaucoup de critiques à faire sur le boîtier, mais je l'aimais beaucoup. Donc, j'attendais de voir ce que Lumix allait faire sur ce successeur. On va en parler. Il y a pas mal de choses à dire. Et ouais, successeur qu'on a attendu très 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 longtemps puisque 6 ans sépare le lancement de la première génération du boîtier à celle annoncée il y a quelques semaines maintenant, mon cher Laurent. Comment vas-tu, Laurent ? Écoute, ça va bien, merci de m'accueillir. Et on a le plaisir aussi de retrouver notre ami Damien. Comment vas-tu, Damien ? Salut tout le monde, écoute, ça va très bien. Moi aussi, j'ai un S1R2 dans les mains là, et il fait plaisir ce boîtier. Bon, c'est cool. Alors messieurs, je vais commencer par, comme d'habitude, vous représenter très rapidement à nos auditeurs. Laurent, tu es le responsable des formations Lumix France et à ce titre, la personne toute désignée pour répondre à l'ensemble de nos questions aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que l'on t'entend à ces micros. La dernière fois, c'était en 2023, à l'occasion du lancement du Lumix G9 II, qui est pour sa part le fleuron de la gamme micro 4 tiers de la marque. Tu te bouges que pour les flagships en fait, Laurent, si je comprends bien. Pas que, mais qui te dit que c'est le flagship ? Oh là déjà, tout de suite, il est en train de nous faire des annonces. Tout de suite, il est en train de perdre son travail. C'est une émission kamikaze. Non, sans plaisanter, c'est surtout là où il y a plein de choses à raconter. C'est chouette. Bon, ça fait 12 ans que tu travailles pour la maison Ouais. Panasonic. Donc, c'est hyper intéressant parce que tu as vécu au plus près la révolution de l'hybride d'une manière générale et évidemment l'arrivée de Lumix sur le plein format en 2019 et on aura l'occasion d'en reparler. Exactement. Damien, est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on te présente de nouveau à nos auditeurs ? Je ne pense pas. On va aller à l'essentiel. Aujourd'hui, ta chaîne YouTube Damien Bernal compte plus de 190 000 abonnés. Tu es l'un des acteurs, si ce n'est l'acteur incontournable du YouTube Game Photo en France. Tu collabores avec les principaux acteurs de l'industrie et proposes des vidéos de tests, de prise en main, des comparatifs, des tutoriels et des analyses autour, évidemment, de la photo. Damien, si j'ai bien compris, tu es en pleine session de travaux et tu construis un nouveau studio, c'est bien ça ? Ah oui, effectivement, on peut rien te cacher. Oui, c'est bien ça, et ça m'occupe fort. Tu l'as les caché à week-ends. personne, hein, si je peux me permettre. Ça avance là, du coup, il sera prêt quand ? Ah, écoute, je sais pas. Je pense que... Non, les nouvelles vidéos dans le studio, à mon avis, ce sera en septembre. Bon. Et tu as eu la chance de faire partie de cette délégation française qui a pu tester en avant-première ce nouveau Lumix S1R Mark II dans un cadre magnifique dans le nord de la Norvège et plus précisément dans la ville de Tromsø. Est-ce que c'était complètement dingue ce petit séjour ? Écoute, moi, ça m'a fait découvrir un univers que je connaissais pas. On n'a pas été gâté par le temps, malheureusement. Donc, je suis pas certain que... Enfin, si tu veux, c'était... Bon, il faisait 0 degré, mais là-bas, 0 degré, on a l'impression que c'est la canicule. Il y avait quasiment pas de neige. Donc, ça rendait pas justice aux ambiances qu'on va rechercher là-bas, tu vois. Beaucoup de nuages, on n'a pas vu d'aurore et compagnie. Donc, l'endroit était majestueux. J'ai trop envie d'y retourner. Mais on n'a pas été gâté.
On avait eu la chance d'y aller, Arthur, souviens-toi, pour la sortie du G9, il fut un temps. Je me rappelle. C'est un bel endroit pour tester du matériel photo, mais c'est vrai que les vidéos qui ont circulé, j'écoutais aussi nos confrères de Petapixel sur leur podcast se plaignaient un petit peu du mauvais temps. C'est les aléas du direct, ça on n'y peut rien. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, voilà que les présentations sont faites. On attaque évidemment notre émission consacrée à ce nouvel appareil. Et pour commencer, un peu d'histoire et un peu de contexte. Alors, on l'a déjà évoqué à ces micros, mais Lumix est l'un des pionniers, l'un des pères fondateurs de la révolution de l'hybride. Le premier modèle de la marque, le Lumix G1, équipé d'un capteur micro 4 tiers, a été lancé en 2008, il y a plus de 17 ans. Pendant plus de 10 ans, Lumix n'a cessé de développer et améliorer ses appareils technologiques hybrides au service des photographes et des vidéastes, qu'ils soient débutants, experts ou même professionnels. Sans reprendre évidemment l'ensemble de la généalogie, on peut citer par exemple le GH4 en 2014, premier hybride offrant la vidéo 4K, ou le GX8 en 2015 avec pour la première fois la double stabilisation, ou encore le G9 en 2018, premier boîtier taillé pour la vitesse. Un an plus tard, en 2019, Lumix lance ses premiers modèles full frame avec la série S et les S1 et S1R. Pour l'occasion, est créée la Helmont Alliance entre Leica, Panasonic et Sigma qui permet aux 3 constructeurs de concevoir et d'exploiter des optiques autour d'une monture unique et commune, la monture L. À l'époque, en 2019, le marché de l'hybride full frame commence à peine à se structurer face à Sony avec des modèles comme les Z6, Z7, premiers hybrides Nikon en monture Z lancés en 2018, l'EOS RP lancé en 2019, second boîtier Canon en monture Canon RF. Sony, pour sa part, en 2019, a une grande avance et en est déjà à la 4e génération de boîtiers hybrides full frame. Voilà pour cette petite mise en contexte. Laurent, ma première question, si on se remet un peu à l'époque, c'était quoi les motivations de Lumix pour se lancer finalement sur le full frame ? Elles étaient multiples, évidemment. La première, c'est qu'on voulait encore monter en gamme par rapport au GH, qui restait des micro 4 tiers. Aussi bon que soit le micro 4 tiers, on atteignait presque, je ne vais pas dire ses limites, parce que ça a continué à évoluer, mais il fallait continuer à avancer. Mais il fallait que ça monte en gamme. Donc, et pour monter en gamme, c'est-à-dire améliorer la dynamique, d'améliorer plein de choses, il fallait absolument passer sur une taille de capteur plus grande. Et on ne pouvait pas laisser les grands acteurs du marché, vu qu'on en fait partie maintenant, comme Sony, Canon et autres, se partager ce marché du plein format. Donc, il fallait absolument qu'on y aille aussi. Et le savoir-faire était arrivé à un niveau qui nous permettait d'y aller. Damien, selon toi, qu'est-ce qui va faire que des photographes vont plutôt aller vers le plein format et faire que les 2 systèmes vont être complémentaires, plein format et micro 4 tiers ? Le micro 4 tiers, c'est la compacité généralement. Mais c'est vrai que là, avec l'évolution, je trouve la concurrence faisant et les nouvelles générations d'optiques, je pense qu'il y a des nouvelles lentilles qui permettent ça, sont plus compactes en fait. Et aujourd'hui, on atteint du plein format qui, franchement, quand vous prenez un G9 II avec une optique micro 4 tiers et à côté le plein format avec une optique dernière génération, on n'est pas si loin. Les boîtiers sont quasiment identiques et les optiques, il y a un écart qui est qui est moindre par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc, je trouve que le plein format, il est revenu fort parce qu'on a à la fois l'avantage d'un grand capteur, mais aussi, on atteint quand même aujourd'hui une certaine compacité qui fait qu'on est un peu un sweet spot, quoi. On est un compromis qui, aujourd'hui, s'est imposé sur le marché. Et évidemment, Laurent, quand vous avez lancé le système S, il a fallu choisir ou concevoir une nouvelle monture. Vous avez fait cette alliance avec 2 grands industriels historiques de la photo aussi, que sont Leica et Sigma. Autour de cette monture L, qu'est-ce que ça vous a apporté finalement, cette monture L et cette alliance ? On le sait très bien, quand une marque arrive dans une nouvelle catégorie de produits, en l'occurrence le plein format, le premier enjeu pour que le produit décolle sur le marché, c'est qu'il y ait les optiques qui aillent avec. Donc, si on était resté seul sur cette gamme optique, on aurait
vraiment ça aurait été compliqué, on va dire, sur le marché d'arriver avec 2-3 optiques et qui, mine de rien, les recherches et développement pour développer des optiques, ça prend du temps, ça coûte cher, etc. Donc le fait de s'allier à nous trois permettait d'avoir un maximum d'optiques dans un minimum de temps. Et c'est ce qui s'est vérifié, hein, d'ailleurs. À l'heure d'aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'optiques. Je crois qu'on est plus de 80 optiques natives en comptant les trois. Et vous savez très bien qu'en plus, dans l'Alliance, il y en a des nouveaux qui sont arrivés. Ça, on va y revenir en Ouais. fin d'émission. Et puis, le partenariat avec Leica était plutôt naturel. Ça fait un moment Oui. que vous avez des optiques certifiées. Ah oui, complètement. En fait, historiquement, depuis le début de Lumix, il y a eu un partenariat avec Leica. Pour des raisons diverses et variées, on a eu des optiques certifiées et même sur des formules optiques nativement Leica sur nos boîtiers hybrides, donc micro 4 tiers, tout simplement parce que déjà Leica ne faisait pas d'optique micro 4 tiers, donc ça leur permettait de mettre un pied là-dedans. Nous, d'avoir un niveau de qualité optique qui soit reconnu, sans conteste là-dessus. Et surtout, après, de pouvoir continuer, encore une fois, à développer cette gamme. Et maintenant, sur les pleins formats, il y a notre gamme S Pro qui, elles, sont des optiques qui sont certifiées par Leica, c'est-à-dire que Leica met quand même son regard dessus pour C'est un cahier des charges, non? Oui, exactement. Valide, en fait. C'est un cahier des charges qui est lié à la façon de produire les optiques, à la formule optique elle-même, etc. Il y a beaucoup de choses. C'est marqué derrière les optiques, les S rouges, hein, c'est marqué certifié par Leica, et à côté de ça, on a notre gamme optique, on va dire Lumix, entre guillemets, même si on sait que il y a toujours un peu Leica derrière, qui sont les optiques plus accessibles en prix. Mais cette alliance, finalement, elle va au-delà de la partie optique. On a vu arriver il y a assez peu de temps, je ne me rappelle plus exactement sur quel boîtier c'était, la notion de L-square pour les Exactement. processeurs et le traitement de l'image. Mais là, Ouais. ça n'a rien à voir avec Sigma. C'est que Exactement. Leica et vous. Et c'est ça. En fait, c'était avec le S5 Mark II. Donc, quand le S5 Mark II est sorti, on a annoncé ce L-Square qui était en fait un pas en avant par rapport au partenariat qu'on avait déjà. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était on va dire un échange de bons procédés par rapport à nous qui leur faisions des boîtiers plus compacts et eux qui nous vendaient, entre guillemets, qui nous chartaient un process de fabrication et nous vendaient des formules optiques. Là, on a mis en commun les recherches et développements. Donc, il y a beaucoup de... Alors, on a vendu des composants électroniques, c'est de l'industriel, hein, donc ça n'intéresse pas forcément grand monde, mais à Leica pendant des années, même avant que Lumix existe. Et là, on a mis en commun les recherches et développements, ce qui permet à nous deux d'avancer, je ne vais pas dire dans une même direction, mais dans une direction positive, on va dire, et donc faire en sorte de développer les boîtiers dans le bon sens, l'un et l'autre. Alors, évidemment, les trois membres fondateurs, hein, si on peut parler d'un truc quasiment ésotérique, hein, c'est ça. Lumix, Je vais aller à la table ronde. Lumix, Leica et Sigma, mais depuis, il y a d'autres acteurs hein, qui se sont greffés à cette alliance, et notamment, Damien, tu as dû le voir passer, Sirui, qui s'est joint il y a quelques semaines, hein, vraiment, c'est tout récent à cette alliance avec un premier produit. J'ai vu aussi passer Seven Artisan, je crois, ou TT Artisan, Seven Artisan, je crois, qui a annoncé sa première optique autofocus en monture L. Damien, tu penses finalement que cette monture L aujourd'hui, elle est complète? Et est-ce qu'elle tient, selon toi, la dragée haute à Sony, hein, qui, par réputation, avait la gamme optique la plus développée jusqu'à présent? Écoute, c'est compétitif. Sigma apporte énormément d'optiques très très intéressantes. Panasonic aussi, avec tout ce que fait Lumix, même si les optiques mériteraient maintenant un renouvellement. Mais bon, il y a encore quelques petits trous, mais globalement quand même, combien il a dit Laurent? 80 optiques? Oui, dans ces eaux-là. Il y a du choix, et je trouve que le choix de faire entrer Sirui est très important et très intéressant. Je crois que ça commence par un 85 mm Aurora, Ouais, c'est ça. qui a fait beaucoup parler. C'est un 85 mm, je crois, à 500 €, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive dans le système a une optique pour faire un portrait pour 500 €. C'était quelque chose sur lequel il n'y avait rien aujourd'hui en monture Helmont, à ce prix-là, j'entends. Hein. Donc, avoir du moyen de gamme, du haut de gamme et de l'entrée de gamme, c'est toujours une bonne idée, quoi. Et puis, bon, parallèlement à toutes ces marques, on a aussi DJI, Samyang, Blackmagic Design, hein, qui sont tous membres de cette alliance. Alors, Laurent, en 2019, le Lumix S, c'était 3 boîtiers. Il y avait le S1, le S1R et le S1H. Est-ce que tu peux nous réexpliquer, à l'époque, le positionnement de ces 3 modèles? Le positionnement, il est mine de rien relativement simple. Il n'y a que 3 modèles, on va dire, entre guillemets. On a, je vais commencer par le R, le S1R qui était R, on va dire, pour résolution, pourquoi pas. La version 47 millions de pixels de la gamme, donc haute def, avec toutes les caractéristiques propres à toute la gamme Lumix de toute façon. Le H qui était
officiellement le H étant plutôt pour high-end, donc haut de gamme, mais c'est clairement une boîte à filmer. Donc c'est un appareil vraiment très orienté vidéo avec des specs vidéo relativement hors normes, d'autant plus pour l'époque. Et un ventilateur à l'époque que n'avaient pas les deux autres. Exactement, c'était le premier temps que tu le dis, tu as raison, c'est le premier c'était le boîtier premier. avec ventilateur, ouais, exactement. Donc jamais eu ce problème trop de chauffe maintenant chez Lumix, mais d'autant c'était une première. Et le S1, on va dire classique, était le produit. Pour le coup, le terme hybride marchait bien pour lui. Il était vraiment autant fait pour faire de la photo que de la vidéo. C'était un 24 millions de pixels, très très polyvalent, et donc plus accessible en prix, qui marchait très bien. Je m'en suis encore servi il n'y a encore pas si longtemps que ça. Ok. Et les trois avaient un AF à détection de contraste uniquement. Et oui, encore à l'époque. Et ça a bien changé et on va en parler. Depuis le lancement des premières séries S, il s'est passé beaucoup de choses, aussi bien niveau boîtier que niveau optique. On a vu arriver le Lumix S5 en 2020 et les S5 II et S5 IIX en 2023. L'année dernière a été celle du S9 et enfin cette année, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'arrivée du S1R Mark II. On vous propose d'écouter le témoignage de Léo Lachaud de la boutique Photo d'Enfer qui nous donne son sentiment sur la montée en gamme Lumix et sur l'arrivée de ce nouvel appareil. Nous, on attendait Panasonic, en tout cas, sur du plus haut de gamme. Maintenant qu'ils commencent à avoir une gamme optique mature, je dirais. Et c'est vrai que le S1R Mark II fait monter en gamme la marque. Nous, on est super contents, en tout cas, à la boutique, d'avoir ce type de produit. Et ce qui est bien, c'est que avant, par exemple, le S1R première génération était vraiment pensé que pour des utilisations en studio quasiment, avec un boîtier qui avait beaucoup de millions de pixels, mais qui n'était pas excellent en vidéo, alors que désormais, on a un boîtier qui allie les deux, en fait. C'est vrai que le S5 II, aujourd'hui, était plus adapté aux nouveaux utilisateurs. On voyait beaucoup de personnes commencer la photographie ou la vidéo sur du S5 II ou S5 IIX. Et c'est vrai qu'on n'avait rien à leur proposer par la suite en termes de boîtier. Donc on voit une grosse évolution des personnes qui avaient le S5 II basculer sur le S1R Mark II. Et en vidéo, c'est vrai que le S5 IIX commençait à avoir certaines lacunes. Là, on a enfin de la 8K en 30 images secondes. Donc ça correspond à tout le monde, c'est une bonne boîte à outils, quoi. Laurent, 6 ans d'attente, ça paraît une éternité dans l'industrie technologique, photographique globalisée, mondialisée actuelle. C'est bien qu'on avait presque cru que Lumix avait littéralement abandonné les séries S1 au profit des S5. Bah, je peux comprendre, en fait. Je vous avoue que vu de l'intérieur, quand tu m'as dit 6 ans, je me suis dit, déjà 6 ans. En fait, je les ai pas vus passer, moi, parce qu'il est quand même arrivé pas mal de produits. Ce qui s'est passé, c'est que quand les S1 sont arrivés, globalement, ça a un peu surpris tout le monde parce que personne s'attendait à Lumix sur du plein format. On est arrivé avec des produits qui étaient pas dans l'historique, c'est-à-dire des produits plutôt gros, avec déjà encore une fois du plein format, etc. Et donc, il a fallu qu'on pense à rentrer plus bas dans la gamme, on va dire, plus accessible, avec des produits plus petits, qui correspondaient plus à l'image de marque de Lumix. Et donc, on s'est beaucoup axé sur la mise en place de la gamme plein format pour le grand public. Donc accéder avec des produits un peu plus entrée de gamme et plus accessibles en prix, et pas que des produits, on va dire, orientés entre guillemets professionnels. Donc le développement, mine de rien, de S5, S5 II, S5 IIX, S9, tout ça, c'est des recherches et développements, ça prend beaucoup de temps. Donc oui, ça n'a pas été la priorité, mais ils n'ont pas été oubliés, ça c'est sûr. Mais c'est vrai, comme l'a dit Damien tout à l'heure, un S5 II aujourd'hui ressemble quasiment en termes de gabarit à un G9 II. Ce qui est assez remarquable. Exactement la même taille, c'est les mêmes boîtes. Ouais. Est-ce que tu pourrais, Laurent, nous présenter en quelques mots ce nouveau S1R2, qui est donc le flagship désormais de Lumix, et nous expliquer pour qui il a été conçu? Bah oui, c'est donc, on est sur un boîtier plein format, 44 millions de pixels, avec un capteur rétroéclairé qui, pour la sensibilité, parce que pour ceux que ça peut inquiéter, pour d'avoir 44 millions de pixels, travaille en double isonatif, donc il y a un niveau de sensibilité qui est plutôt bon. Enfin, j'ai trouvé, sans comparaison avec le S1R première génération en tout cas, avec une stabilisation complètement hors norme, un boîtier tropicalisé, solide, parce que c'est un alliage de magnésium,
avec des capacités photo, vu que ça rafale à 40 images par seconde, sans blackout, hein, c'est capable de faire de la vidéo en 8K, en 30p 10 bits, c'est capable de faire de la 4K 120, de la 4K 60 en 422 10 bits. Sans recadrage. Hein. Sans recadrage, exactement. On est sur un boîtier qui est très complet. Alors, je parlais encore, hein, j'oublie un truc, c'est le mode haute résolution sur la partie photo qu'on peut faire à main levée et qui est calculé dans le boîtier. On arrive à 177 millions de pixels. On est sur un boîtier qui est, pour moi, et même pour Lumix, d'abord un boîtier photo, parce qu'il a des caractéristiques photo complètement hors normes, et on va en reparler. Et pour celui qui a besoin, en plus de faire de la vidéo, il ne sera pas en reste, parce qu'il aura des caractéristiques vidéo sur lesquelles, volontairement, du fait que c'est un 44 millions de pixels, on est obligé de faire quelques compromis, on en parlera. Mais c'est d'abord un boîtier photo avec des capacités vidéo très élevées, mais ce n'est pas d'abord un boîtier vidéo, c'est d'abord un boîtier photo. Damien, toi, comment t'as senti les choses quand tu l'as vu arriver, ce nouveau boîtier ? Écoute, moi, c'est l'ergonomie qui m'a tout de suite séduit. C'est-à-dire que j'avais très très peur quand j'ai revu le nom S1. Je me suis dit, ils vont reprendre les anciens boîtiers. J'en avais pas envie, moi, personnellement. Donc, je suis content d'avoir retrouvé le boîtier compact du S5, mais bien amélioré. Tu vois, moi, la protection du capteur, qui me permet de préserver les poussières, tu vois, enfin de ne pas faire entrer les poussières quand je change d'objectif, d'avoir le monde photo-vidéo, cet écran qu'on peut garder dans l'axe mais qu'on peut aussi déporter, qui est vraiment dans le meilleur des deux mondes. En fait, il alliait tous les petits défauts qu'avait le S5 II, qu'on peut trouver parfois dans la concurrence. Là, ils ont tout mis, franchement, et c'est très, très agréable à utiliser. Du coup, Laurent, comment ça se matérialise la montée en gamme aujourd'hui ? Sur la gamme S, alors je vais partir du bas vers le haut. On va partir sur le premier modèle qui est le S5D, qui est notre entrée de gamme, qui est ni plus ni moins qu'un... Je l'avais zappé celui-là. Oui, on n'en parle plus. Hein. Et non, on n'en parle plus. C'est pourtant un produit qui est très accessible en prix, qui est ni plus ni moins qu'un update du S5 première génération, avec de l'USB-C, avec la compatibilité avec le DJI LiDAR, et quelques petites updates, la compatibilité avec les nouvelles applis, etc. Au-dessus, on va avoir le S9 en version boîtier ultra compact. Et après, on attaque S5 II, boîtier très polyvalent photo-vidéo, S5 2X, même polyvalence, mais un peu plus poussé en vidéo. Et au-dessus, on va monter sur le S1 R2. Ce S1 R2, objectivement, c'est vraiment le successeur du S1 R, ou est-ce que c'est finalement une sorte d'évolution un peu ultra haut de gamme d'un S5 II ? Parce que, voilà, Damien, il évoquait le gabarit, les noms, c'est compliqué là. Est-ce que c'est pas un S5R en fait ? Ouais, voilà. Alors, je peux comprendre, mais non. Parce qu'en fait, si on regarde vraiment, moi qui connais les produits depuis un moment, il y a quasiment rien du S5 dedans et beaucoup du S1. Je m'explique. C'est pas le même capteur. C'est pas. Alors déjà le boîtier, oui, il se ressemble beaucoup. C'est pas le capteur du S1R non plus. Hein. Non, c'est pas le même. Mais c'est un capteur haute résolution. Donc déjà, on est au-delà des 24 millions de pixels d'un S5. Le boîtier ressemble quasi trait pour trait, mais le grip n'est pas le même, l'ergonomie n'est pas la même, le viseur n'est pas le même, l'électronique qui est dedans n'a pas la même vocation non plus, l'amplitude de stabilisation n'est pas la même. Il y a l'orientation, enfin le côté mobile de l'écran, que ce soit, comme le disait Damien, aussi bien dans le plan focal ou déporté. Au final, il ressemble un peu à un S5, mais il a beaucoup plus de l'ADN du S1 que du S5. T'es d'accord avec ça, toi, Damien ? Bon, écoute, ouais, c'est vrai que le nom S1R ou S5R, franchement, j'en sais rien. C'est vrai que moi, le S1, c'était le gros gabarit. C'était comme ça que j'identifiais le S1. Donc, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est un S5R. Après, bon, c'est le naming, à la limite, je vous le laisse. C'est pour qu'on s'y retrouve un peu. Merci, Damien, c'est sympa. Clairement, on ne pouvait pas garder le gabarit du S1 première génération. Ouais, bah ça se discute. Moi, j'aimais bien, personnellement. Mais, ah ouais, moi, j'entends plein de gens, Nadia, par exemple, de Blog Photo Lumix, là, qui dit, elle adorait ce gabarit-là. Ouais, moi aussi, le petit écran sur le dessus, les touches rétroéclairées. Mais bon, ça, je reconnais. Je reconnais que les touches rétroéclairées peuvent me manquer aussi. Mais bon, on aurait pu les mettre sur un petit gabarit aussi. Possible. Non, il n'y a plus de place, là. Pas à ce prix-là. Est-ce que le boîtier a finalement le même type de niveau de protection qu'on avait à l'époque sur les S1 première génération, qui était absolument dingue,
protection contre les intempéries. On a évoqué tout à l'heure un système de ventilation sur le S1H. Comment tout ça a été intégré ou pas finalement dans ce nouveau modèle? Alors, complètement intégré, c'est toujours des tanks, hein. L'ADN des S1 est resté. C'est un boîtier en alliage de magnésium, donc extrêmement solide, tropicalisé. Je vais presque dire à l'extrême, mais parce que ça tropicalisé pour les intempéries, la poussière, etc. Mais Vous le ne donnez froid pas aussi. de normes d'étanchéité. Il y en Non. a peu sur le marché qui le Ouais, font. ouais, parce que c'est pas vraiment une étanchéité Ouais, pour le coup, ouais. c'est vraiment une résistance aux intempéries plus qu'une Mm. étanchéité. Cela dit, vu ce qu'il a vécu à Tromsø, et Damien, à mon avis, me contredira pas, ils sont bien résistants par rapport aux intempéries. La ventilation, pas d'inquiétude par rapport à ça. En fait, le ventilateur qui est donc sous le potentiel prisme, même si c'est pas un prisme à cet endroit-là, ce ventilateur lui-même est tropicalisé. Il n'y a absolument pas d'air qui rentre à l'intérieur du boîtier. L'air est donc aspiré sous le prisme et recraché par les côtés. Ça vient refroidir une plaque de graphite qui elle-même dissipe la chaleur. Donc, Plaque de pas souci. graphite. Oui, du graphite. Ok. Évidemment. Pourquoi pas? Écoute. On va parler un peu budget et tarifs. Laurent, combien ça vaut un S1R2? Alors, en boîtier nu, ce boîtier vaut à son lancement 3 599 €. Et il existe un kit avec le 2405 F4 constant, donc, qui lui, le kit complet est à 4 499 €. Damien, qu'est-ce que tu penses de ce positionnement tarifaire, toi qui connais très bien le marché dans sa globalité et du coup les modèles que ce nouveau boîtier essaye de concurrencer? Bah écoute, il est plutôt très bien placé en fait, parce que la concurrence à ce tarif-là n'a pas grand-chose. Alors on a certes Sony qui a un A7C R qui est moderne, mais qui fait pas mal de compromis en termes d'ergonomie. On a l'ancienne génération du Canon R5 qui a été repositionnée depuis, mais on est sur de l'ancienne génération. Et c'est vrai que les autres constructeurs n'ont pas beaucoup d'offres. Là, Lumix arrive avec une offre qui est moderne, bien construite, avec une ergonomie que j'adore. Je vais me répéter sans arrêt, mais c'est vraiment ce que j'aime quand j'utilise un boîtier. Donc, c'est plutôt malin, finalement, de ne pas aller se confronter aux capteurs empilés et de faire la guerre aux dernières générations, comme le font actuellement les gros constructeurs, et d'avoir son propre positionnement avec de la haute résolution qui est finalement accessible, plus accessible qu'ailleurs. Ouais, puis pour compléter avec la 7CR, on peut citer la 7R5 qui commence à dater un peu aux alentours de 4 500 €, qui lui-même a un capteur qui n'est pas empilé. Ouais, mais mine de rien, t'es 900 € de plus déjà. Et déjà un peu plus cher, ouais. Panasonic a fait le choix de commencer par le S1R pour inaugurer cette nouvelle famille de boîtiers de seconde génération. Damien, tu penses que ça va avoir du sens qu'ils étendent ce développement au S1 et au S1H? Oui, parce que comme Laurent vient de le dire, on est sur un boîtier qui est quand même principalement pour la photo, avec la possibilité d'être aussi très bon en vidéo, mais je pense qu'on l'achète surtout sur sa partie photo. Clairement, et on le voyait dans les commentaires des vidéos, il y a une grosse attente sur un S1H Mark II qui serait plutôt, lui, axé complètement sur la vidéo et qui ferait d'autres choix, notamment avec des ISO natifs qui seraient peut-être légèrement plus hauts, parce que ça a été une des contraintes, je pense, qu'a eu Panasonic sur ce développement-là. On peut pas, moi, il n'y a aucun boîtier que je connaisse qui arrive à être à la fois très très bon en vidéo et très très bon en photo. Il y a forcément un camp qui va prendre l'ascendant et l'autre camp qui va pâtir des choix qui ont été faits pour être bon en photo. Donc oui, clairement. Et le S1, par contre, le S1 II, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il viendrait mettre. Peut-être un équivalent en gros du S5 II, mais qui n'aurait pas de crop, de recadrage en 4K 60 peut-être, je ne sais pas. Laurent, t'écoutes? Pardon, on m'a parlé? J'en sais rien. Bon, on peut dire que historiquement, les H chez Panasonic, ceux des GH ou un SH, sont quand même des boîtiers d'abord conçus pour la vidéo. Clairement, oui. Je pense que oui, c'est complètement les gens qui font des photos avec des H. Chez nous, on peut faire un marketing très ciblé. Sur une feuille A4, ça tient, je pense. Non, c'est vraiment clairement des boîtiers orientés vidéo. Leur partie photo est très correcte, mais par rapport au positionnement prix, on sent que c'est d'abord la vidéo qui compterait. Bon, on n'en est pas là.
hein. Non. On va s'intéresser au S1R Mark II aujourd'hui. Et on va entrer beaucoup plus dans les détails des entrailles de cet appareil. Il y a beaucoup de choses à dire, à expliquer et surtout à comprendre. On va partir du cœur du boîtier, sa pièce maîtresse, à savoir son nouveau capteur. Laurent, vous avez fait le choix d'un nouveau capteur de 44 millions de pixels. Pourquoi ? C'est très bien 44. Qu'est-ce qu'on ferait pas avec un 44 qu'on ferait avec plus gros? Vous Donc, aviez fait 47 avant. Oui, mais aujourd'hui, entre 44 et 47, honnêtement, je suis pas sûr que je fais Oui, une non, photo là, avec les deux, c'est- de me dire lequel est lequel, c'est ça va être kiff-kiff. compliqué. Non, mais par contre, de faire 44 permet d'augmenter un peu la taille des photosites. Puis, couplé au fait que ce soit un capteur rétroéclairé, ça permet d'avoir une meilleure sensibilité, sans parler du double ISO là-dessus. Ça permet d'avoir un bon équilibre, en fait, entre la dynamique, la montée en ISO, la résolution d'image, le mode haute définition, etc. On parle du double ISO, là. Tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est? Il y a peut-être des Ah gens ouais. qui Alors, le comprennent double- pas. En plus, c'est un boîtier qui est principalement pensé pour la photo, mais là, Oui. on parle de quelque chose qui est souvent plus dans le jargon de la vidéo. pour le Alors coup. c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans le jargon de la vidéo, mais qui mine de rien est quelque chose qui est exploité par le boîtier tout le temps, que ce soit en Ouais. photo ou en vidéo. C'est-à-dire que le boîtier va être capable de travailler avec des ISO natifs, enfin, donc sa valeur nominale, c'est-à-dire la valeur où l'image est nickel sans aucun bruit. Généralement tout le reste, enfin d'ailleurs tout le reste est artificiel. Là, on va avoir deux valeurs, donc une valeur basse, une valeur haute, et évidemment plus on s'éloigne de cette valeur, plus ça se dégrade, mais en ayant deux, une en bas et une en haut, fait que quand on attaque celle d'en haut, on peut continuer à monter en ISO en ne s'éloignant pas trop de l'ISO natif et donc en ne dégradant pas trop l'image. Donc couplé, comme je disais, au fait que ce soit un capteur rétroéclairé, etc., ça permet justement d'avoir un capteur qui est clairement, enfin pour l'avoir testé, aussi bon que soit le capteur du S1R, parce que c'était une merveille, celui-là... Il avait des défauts, le S1R, mais alors, en termes de dynamique, Ouais, il le était capteur était très vraiment bon. super. J'ai fait des photos incroyables avec. Celui-ci, pour ce que j'en ai testé pour l'instant, il marche particulièrement bien. Et justement, ce système qui est complètement transparent, encore une fois, le double ISO, c'est fait pour se faire oublier, hein, ces choses-là. Ça marche vraiment bien et ça permet de garder de la dynamique et de la sensibilité, ce qui généralement n'est pas toujours deux choses qui sont très frères. Est-ce que tu peux nous parler du mode ultra haute résolution pour les photographes qui aimeraient aller plus haut, beaucoup plus haut que 44 millions de pixels avec cet appareil? Eh ben oui. En fait, on va en reparler après de la stabilisation, mais le fait que le capteur soit monté sur flottant, c'est-à-dire qu'il soit capable de se déplacer, permet de faire ce qu'on appelle de la translation de capteur. C'est-à-dire que le capteur va faire, suivant l'écart entre 4 et 8 photos, va assembler dans le boîtier toutes ces photos pour pouvoir faire une photo en très haute résolution. En l'occurrence, on peut monter jusqu'à 177 millions de pixels. Et l'amplitude de déplacement du capteur est telle que non seulement on arrive à faire cette translation, mais on peut la faire à main levée. Donc, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des photos haute résolution à 177 millions de pixels à la main. Ce qui, En RAW et en JPEG. hein. En RAW et en JPEG. Et encore une fois, calculé directement dans le boîtier. Pas Ouais, besoin mais de faire de post-prod. ça prend un certain temps, ça C'est- immobilise le boîtier, enfin, c'est pas sans contrainte non plus, quoi. Ah, on est d'accord. On est C'est d'accord rapide, sur hein. la contrainte. Ouais, ça prend pas tant de temps que ça, moi, je trouve. hein. Est-ce que C'est, tu l'as essayé, Damien? Tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, bien sûr. Je me souviens dans une église à Tromsø, la cathédrale, bref, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais ouais, à main levée, c'est une grosse nouveauté par rapport à la concurrence où généralement il ne faut pas bouger, il faut être sur trépied. Là, c'est vraiment à main levée, donc il y a quand même un tremblement. Et c'est assez magique, c'est-à-dire qu'il y a l'assemblage qui se fait directement dans le boîtier et vous avez votre fichier RAW comme n'importe quel fichier RAW qu'on peut mettre directement dans Lightroom ensuite. Mmh. On n'a pas besoin de passer sur l'ordinateur, par exemple, comme chez Sony, hein, où on a besoin de passer sur un logiciel propriétaire de Sony qui va assembler ça et qui ensuite vous donnera un fichier qui est exploitable. Là, franchement, c'est un RAW comme n'importe quel RAW, sauf que vous avez 178 mégapixels, donc vous avez une grosse résolution. Très impressionnant comme mode à utiliser sur le terrain. Mmh. Damien, les commentateurs ont souligné l'absence d'une technologie de capteur plus haut de gamme pour un flagship, notamment avec l'absence de capteurs empilés sur ce S1R2. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah écoute, ils ont fait le choix probablement du positionnement tarifaire, ce que je disais tout à l'heure, de rentrer sur le marché plutôt avec une haute résolution abordable, plutôt que d'aller sur des prix qui vont être en compétition avec les autres. Et c'est un peu un positionnement comme Fuji, d'essayer de prendre le marché avec un positionnement différent où on va avoir une concurrence qui va être moins frontale en fait. Et c'est un choix qui est malin, je trouve. Laurent, ce choix, aussi malin soit-il, n'est pas sans compromis. Il va falloir s'attendre à certaines limitations
avec ce boîtier au niveau de sa rapidité déjà pour commencer, et puis en vidéo, évidemment, avec le phénomène de rolling shutter ou même de banding qui risque d'être assez présent. Fatalement, on le sait, un capteur de haute définition, ça a une décharge d'informations qui est beaucoup moins rapide. Il y a eu une solution qui a été trouvée pour la partie vidéo, c'est-à-dire qu'on a le choix d'augmenter ou pas, c'est-à-dire mettre un boost de dynamique ou pas. Quand on ne met pas ce boost de dynamique, on réduit pas mal le rolling shutter, qui devient plutôt très correct. Quand il est mis en place ce boost dynamique, en effet, on a plus de rolling shutter, mais on le sait, vu qu'on l'a activé, ce boost dynamique, ça fait partie des caractéristiques. Pour ce qui est de la rapidité, faut oublier qu'on a quand même une rafale à 40 images par seconde, hein, donc Alors ça, c'est en obturation électronique, mais Oui. du coup, là, pareil, il peut y avoir des restrictions en fonction du type de sujet que tu photographies. Sur des sujets hyper rapides, est-ce que là aussi, tu risques pas d'avoir un petit peu de déformation? Alors, fatalement, mais il faut vraiment être dans des conditions. Alors, encore une fois, je parle là pour le coup de mon expérience personnelle. Les tests que j'en ai faits, à moins d'être vraiment à la perpendiculaire d'un véhicule qui passe à grande vitesse, où là, si on l'a au bon moment, oui, on a du rolling shutter, mais j'ai envie de dire, tous les boîtiers de plus de 40 millions de pixels ont du rolling shutter, sauf capteur empilé, bien évidemment. Mais encore une fois, c'est une histoire de budget aussi. Ça permet de maintenir déjà un prix d'appareil, comme le disait Damien, et je le rejoins complètement là-dessus, un prix qui a un certain niveau beaucoup plus accessible et agressif en termes de positionnement prix. Mais fatalement, oui, là, je vais pas le dire le contraire. Hein. Oui, le fait que ce n'y ait pas un capteur empilé fait qu'on peut, dans certaines conditions, encore une fois, on parle de cas qui ne sont pas non plus 100% des cas, c'est même plutôt rare. Hein. Un rolling shutter si on est dans les conditions où ça se génère, et du bending si on a une vitesse d'obturation qui est trop proportionnelle à la lumière. Après 10 images par seconde en obturation mécanique avec une telle définition, ça reste Oui, on est quand même dans une bonne très moyenne. bien aussi. Ouais, on est dans une bonne moyenne. Ouais, en fait, je pense qu'il faut se demander, le capteur empilé, pourquoi il est fait. Moi, je pense qu'il est fait pour une utilisation de sport, et j'ai pas l'impression que ce que vise Lumix, j'ai pas eu l'impression que pendant les JO, ils se sont battus pour être la marque qui équipe tous les photographes de sport du monde entier. J'ai pas l'impression que ça soit leur marché à eux. Donc finalement, est-ce que réellement ils avaient besoin de cette technologie-là? Est-ce qu'ils ont les objectifs aujourd'hui, comme un 402.8, comme un 600 f4, qui vont avec les capteurs empilés? Je suis pas certain qu'aujourd'hui, c'était leur marché d'aller sur le capteur empilé. Bon, quand on parle capteur, et principalement avec Lumix et Panasonic, on est un peu aussi obligé de parler de stabilisation, et de deux volets, de deux manières différentes. D'abord la stabilisation en photo, et puis après la stabilisation en vidéo. Laurent, t'écoute. Alors oui, en effet. Alors, en stabilisation, on va dire photo, simple. On a 8 diaphes de stabilisation juste sur le capteur, ce qui est déjà dans les très fortes moyennes du marché. Et on travaille évidemment aussi en double stabilisation, vu qu'on a été la première marque à mettre la double stabilisation dans les boîtiers. On est à 7 stops sur de la double stabilisation. C'est-à-dire qu'à 600 mm, on a encore 7 stops de stabilisation, ce qui est assez énorme. La stab est globalement réputé, très 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 réputé même sur nos boîtiers. Là où on a fait particulièrement fort, et ça remonte un peu, parce que ça marche déjà depuis le S5 II, c'est de passer sur ce qu'on a appelé de la stabilisation active en vidéo. Et là, en fait, on vient coupler la stabilisation mécanique et de la stabilisation électronique avec un système de boost. Alors, je vais mettre un bémol tout de suite. En tant qu'utilisateur, on me dit stabilisation électronique, j'ai dit « oulala, faut pas le mettre ». Il s'avère que dans la vraie vie, et pour l'avoir testé, le comportement de cette stab électronique est impressionnant. C'est-à-dire, première chose déjà, ça ne crop quasiment pas dans le capteur si on choisit le mode standard, crop de 2%, donc c'est quand même infime. Ce boost de stabilisation, les deux couplets font qu'on a un comportement très logique, plutôt dans une espèce de mouvement étrange quand on bouge ou quand on fait un panoramique, ou à la fin, le stabilisateur, ça, c'est pas trop ce qu'il fait. Là, on a un comportement très naturel, comme si on était sur une tête fluide. Par contre, la puissance de la stabilisation en mode actif, elle est mais démentielle. Honnêtement, c'est tonitruant. Je l'ai testé en mode élevé, et là, pour le coup, en mode élevé, là, on crop comme en Super 35, hein, donc on crop beaucoup plus. C'est un gimbal.
J'ai couru avec à la main, j'ai une vague, c'est extrêmement impressionnant. J'engage tous ceux qui veulent essayer à voir ça en magasin. La Stab Active, c'est un truc phénoménal. Il y a un truc qui est dans les menus qu'on retrouve par rapport à d'autres boîtiers Lumix, c'est le statut stabilisateur d'image. Tu peux nous en dire un mot? Alors ça, c'est un petit outil qu'on a... Oh là, ça fait un moment que c'est dans les boîtiers, mais c'est Ah vrai ouais. que c'est quelque chose Oui, qui est un mais peu oublié presque. on ne sait pas trop à quoi ça Ouais, sert quand on le découvre Dans- pour la première fois. Ouais, ça fait bizarre, on a l'impression de voir une espèce de jeu vidéo Ouais. dans l'écran. En fait, ça fait apparaître une cible sur l'écran. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment propre au mode photo, hein, pour le coup. Ça fait apparaître une cible dans l'écran, une cible rouge avec un petit point vert au milieu. Et quand on se met à mi-course, c'est-à-dire quand on active la stabilisation, on voit ce petit point vert qui se déplace. Le déplacement correspond en fait au mouvement du capteur ou à vos tremblements, parce que globalement, c'est la même chose. Le but du jeu, si on peut appeler ça un jeu, c'est de faire en sorte que le petit point vert reste dans la cible. Tant que le point vert reste dans la cible, ça veut dire qu'on est dans les normes de déplacement du capteur, des normes d'acceptabilité du capteur. Si le point vert sort, on sait qu'on est hors puissance de la stabilisation. Mais du coup, on peut commencer à s'amuser à faire des temps de pause particulièrement à la main. Je suis monté, alors j'ai arrêté, mais je suis monté jusqu'à 15 secondes à main levée. À main levée, attention, j'insiste. Bon, un peu calé quand même, mais à main levée. Laurent, tu évoques le fait que la stabilisation numérique, là, cette ActiveIS, est tellement puissant et performant qu'on peut envisager de se passer de gimbal. Là, je me permets de me tourner vers Damien pour avoir son point de vue sur le sujet, parce que l'affirmation, je la trouve un peu forte là. Oui, bien sûr, tout est subjectif, mais en fait, c'est juste que tu as atteint un tel niveau de performance déjà de résultat que tu te dis, est-ce que vraiment j'ai envie de m'encombrer d'un gimbal pour avoir mieux? C'est surtout ça, en fait. C'est le meilleur résultat qu'on obtient sur n'importe quel hybride. C'est clairement, et en plus, là, ils ont ce nouveau mode maintenant sans recadrage, hein, stabilisation électronique sans recadrage, qu'ils ont inauguré avec ce S1R2. C'est bluffant quand même, hein, quand on l'utilise, bluffant. Bon, on passe à la suite et on s'intéresse à l'autofocus. Évidemment, premier Lumix de la génération S1 à être équipé de la technologie phase contraste, inauguré sur le S5 II de mémoire. S5 II. Il y a quelques temps. Est-ce que c'est le même système autofocus qu'on retrouve sur les S5 II? Alors, globalement, oui, mais boosté. Parce que qui dit nouveau capteur dit nouveau processeur, donc plus puissant. Donc, fatalement, l'AF est encore plus réactif. On l'a boosté à l'IA, c'est-à-dire qu'est intégré dedans plein de situations que l'appareil va être capable de reconnaître pour justement accrocher son sujet, ne pas le perdre et être capable de le suivre de façon particulièrement efficace. Aujourd'hui, l'ancien problème d'AF qu'on a pu avoir à l'époque, on n'avait que du contraste. Aujourd'hui, pour moi, c'est une non-question. C'est-à-dire que ça n'est plus un sujet. Aujourd'hui, on est re-rentré dans la course. Je dis pas, attention, qu'on est les meilleurs du monde en termes d'AF, mais n'oubliez pas une chose, c'est que nos boîtiers sont mis à jour très régulièrement. Donc, on a une marge d'avancée qui sera faite parce qu'on ne restera pas sur les acquis de ce qui existe à la sortie du boîtier. Il va continuer à être amélioré. Et puis, pour vous qui avez pu essayer aussi les boîtiers, vous savez très bien qu'il y a des boîtiers qui sont des fois radicalement transformés par les mises à jour. On va continuer à mettre à jour Et les ça. optiques aussi. Et les optiques, c'est vrai, on met à jour les optiques également. On va continuer à mettre à jour ça, mais en l'état actuel, à la sortie du boîtier, pour l'instant, je ne l'ai pas pris en défaut. Je ne dis pas que ça arrivera jamais, mais pour l'instant, je ne l'ai pas pris en défaut. Et le nouvel AF boosté à l'IA est vraiment particulièrement efficace. Et toi, Damien, qui a fait partie des primo-utilisateurs, qu'est-ce que tu en penses de l'AF et comment tu le situes sur le marché actuel? Écoute, ça progresse chez Lumix. Même, tu vois, le S5 II, entre le moment où il a été annoncé et le S5 II d'aujourd'hui, il y a eu énormément de progression. Là, c'est encore un palier supérieur. On chatouille peu à peu ce qu'arrive à faire Nikon, Canon, Sony. On n'y est pas, évidemment. On n'est pas au même niveau. Je le disais tout à l'heure, pour moi, ce n'est pas un boîtier qui est fait pour faire du sport. Je pense qu'il est encore un peu juste en termes d'autofocus pour aller sur ce genre de cadence et d'utilisation-là. Mais j'ai fait de l'animalier. Moi, c'est la première fois que j'utilisais un Lumix pour faire de l'animalier avec ce confort d'utilisation-là. Je ne dis pas que ce n'était pas faisable avant. Je dis juste que là, ça suivait quand même vraiment bien. On commence à avoir des résultats qui sont très satisfaisants. Donc, je pense que quelqu'un qui a un usage polyvalent du boîtier sans être dans les sports extrêmes, il a un combo qui est parfaitement utilisable. Alors, pour faire de la photographie de sujets en mouvement, est annoncée sur cet appareil la cadence assez délirante de 40 images par seconde, mais avec beaucoup de compromis.
Alors, ça dépend ce que tu appelles des compromis. On est en effet sur une rafale à 40 images par seconde en obturateur électronique, avec un buffer de 70 images, si je ne me trompe pas. Donc ça fait 1 seconde et des bananes, quoi. Exactement, ouais, parce que ça rafale à 40 images par seconde aussi. Pour rappel, alors oui, ça paraît chez Lumix pas forcément énorme, parce que si je vous rappelle que sur les S5 II et 2X, on a un buffer de 300 images pour des boîtiers qui rafalent à 30 images par seconde. 70 images, mine de rien, c'est pas si mal, mais il faut pas oublier aussi que ça n'inclut pas la pré-rafale. Ce qu'on a mis en place sur ces boîtiers-là, et depuis maintenant, ça a été mis à jour sur les S5 II et les G9 II, etc. On a une pré-rafale qui peut remonter jusqu'à 1,5 secondes, donc réglable 0,5, 1 seconde, 1 seconde et demie, en RAW, plus JPEG ou RAW tout seul, peu importe, RAW normal, hein, pas compressé, enfin RAW standard, et qui n'inclut pas les 70 images. Donc c'est en plus du buffer, on a cette rafale en plus dessus. Si on veut s'affranchir de cette, on va dire, entre guillemets, limitation de la mémoire tampon embarquée dans l'appareil, on réduit un peu la cadence, on passe en obturation mécanique, on arrive à 10 images par seconde, ce qui est quand même déjà assez imposant. Là, on est en continu jusqu'à ce que les cartes mémoire soient full? Non. Ah. On a un buffer qui est un petit peu plus gros dans ces cadences-là, mais j'avoue une chose, c'est que la particularité, moi j'ai jamais été gêné par ce buffer de 70 images, parce que au fur et à mesure qu'il se vide, il se libère. C'est-à-dire que je peux re-shooter instantanément dessus. Donc, avec une CF Express. Hein. Je crois d'ailleurs que c'est une valeur qui vaut pour une CF Express. Oui, complètement. Ouais, complètement, c'est pour une CF Express. Cela dit, ça marcherait en enregistrement externe, mais on en reparlera aussi. Ça, au fur et à mesure qu'il se décharge, je peux refaire des photos. Donc, je suis pas loin d'être là-dessus, parce qu'à 10 images secondes, on est. Il y aura une limite. À un moment, ça s'arrêtera, mais j'ai pas expérimenté à quel moment ça s'arrêterait. Je pense que c'est pas tout de suite. Bon. Damien, toi qui as pu le prendre en main assez longuement et le tester, ce nouvel appareil, est-ce que tu peux nous parler un peu des sensations que tu as ressenties au niveau de la dynamique, de la gestion du bruit et du rendu couleur sur l'exercice de la photo? Ouais, c'est un capteur qui est solide, qu'on connaissait pas tellement avant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de constructeurs qui l'ont utilisé. Mais ouais, c'est un capteur sur lequel on peut compter. En termes de dynamique, on a une dynamique que moi j'ai mesurée et qui est un peu une référence sur le marché. Hein. Je ne dis pas qu'elle est meilleure que les autres, mais elle est dans ce qui se fait de mieux sur le marché. La montée en ISO aussi, on l'a dit, hein, il a maintenant un capteur rétro-éclairé. Donc on a une montée en ISO qui est pareil, parmi les références sur le marché. Donc vraiment un très très bon capteur. Juste, je rebondis sur les rafales. C'est probablement là où on a un peu le facteur limitant. Bon, moi, je l'ai dit dans ma vidéo, pour moi, un capteur qui n'est pas empilé, on ne l'utilise pas avec un obturation électronique. Donc, à la limite, moi, je parle uniquement d'obturation mécanique. Et on parlait de 10 images par seconde. On est en RAW 12 bits en 10 images par seconde. Pour avoir du RAW 14 bits et donc exploiter la meilleure dynamique, je crois qu'on est à 9 images par seconde. Et je trouve que c'est une rafale qui est cohérente par rapport à ce qu'arrive à donner l'autofocus. C'est-à-dire qu'avec cette rafale-là, on a un autofocus sur lequel vous savez que vous avez un taux de déchet qui est minimal. Donc, moi, c'est comme ça, en tout cas, que j'aime utiliser ce S1 R2. Et c'est, selon toi, suffisant pour commencer à se frotter à des sujets en mouvement? Alors, tu évoquais la photographie animalière, le sport quand même, dans une certaine mesure? Oui, je pense que ce n'est pas non plus les usages principaux de pourquoi on achète ce boîtier-là. Donc, jusqu'à maintenant, quand même, quand on prend un capteur haute résolution, c'est parce qu'on aime faire du paysage, c'est parce qu'on aime faire de l'architecture, qu'on aime faire du portrait en studio, du portrait. C'est vrai que faire du sport ou faire de l'animalier, moi je l'ai dit, hein, l'autofocus m'a bluffé. La reconnaissance des oiseaux est particulièrement précise et le suivi qui est réalisé, franchement, et on peut vraiment compter dessus. On peut rester en cadre large, il trouve tout seul le sujet et il le suit. Donc, c'est vraiment un outil qui permet de faire de l'animalier. Est-ce que on est au même niveau, encore une fois, on le disait tout à l'heure, que du Sony ou du Canon? Je pense pas. Mais on est déjà à un très bon niveau. Ok, Laurent, on va parler maintenant de l'ergonomie de cet appareil. Et j'aimerais que tu nous parles des évolutions, des améliorations, des différences finalement entre ce nouveau boîtier, son petit frère, le S5 II, et son arrière-grand-père, le S1R première génération. Et je précise bien, pour les photographes.
Ouais. Pour les photographes, il y a des choses qui ont été améliorées ou modifiées en tout cas. Première chose va être, alors déjà pour moi, la première chose qui change tout, on a enfin une protection de capteur. C'est-à-dire quand le boîtier, on l'éteint. Benjamin, il est content là. Ouais. Moi aussi, Je suis pas le seul, je crois. Moi aussi. Je n'imaginais pas combien de temps mes boîtiers passent ouverts, moi. Une protection de capteur. Donc, on éteint le boîtier, l'obturateur qui est en fibre de carbone vient se fermer, protège donc. Une fois le qu'on l'a activé capteur. dans les menus, parce Oui, que tout à fait. c'est pas par défaut. Ouais, il faut l'activer dans les menus impérativement. La prise en main est vraiment différente. C'est-à-dire, pour le coup, ce nouveau grip est très, très confortable. Ce viseur ultra défini qui peut avoir monter à 120 images secondes est vraiment confortable pour justement quand on a besoin de faire de la photo et pourquoi pas de faire du suivi parce qu'on peut avoir envie aussi de faire un peu de sport ou d'animalier, même si je rejoins Damien sur le côté 44 millions de pixels, c'est vraiment top pour du paysage, de l'archi et ce genre de choses. C'est quand même intéressant d'avoir de la fluidité. L'ergonomie des molettes a été légèrement modifiée pour qu'on ne fasse pas d'erreur en manipulant le boîtier. Et encore une fois, le fait d'avoir, et on va en reparler avec ce switch qui est derrière, on se retrouve à avoir des modes custom, et en l'occurrence, on a sur la molette un C1, C2, C3, C4, C5, et dans le C5, on a C5, 1, 2, 3. Ça veut dire qu'on a 7 programmes qu'on peut personnaliser dans le boîtier pour pouvoir avoir ses réglages favoris dedans. C'est une vraie ergonomie et puis l'accès direct à... alors, il y a des choses qu'on retrouve parce qu'on aime bien garder notre ergonomie maison, aussi bien au niveau des menus que certaines touches. Je pense aux 3 touches qui sont juste devant le déclencheur, l'ISO, la balance des blancs et l'exposition, qui sont en accès direct, paramétrables, etc. Et puis les touches toutes reprogrammables si besoin. De toute façon, il y a pas mal de choses. Ouais. Puis le fait d'avoir verrouillé les molettes, ça c'est quand même vachement bien. Ah oui, ça c'est un héritage. Parce que sur le S5 II, ça tourne un petit peu. Oui, c'est un héritage pour le coup des S1, même si le comportement est des fois un peu différent. Ce verrouillage est confortable. Oui. C'est dommage quand même que vous ayez abandonné ce rétroéclairage des touches et ce second écran de, il y a deux choses, contrôle supérieur. Il y a l'écran qui est quand même un peu un signe distinctif d'un boîtier ultra haut de gamme. Si je moi perso, avant de donner la parole à Damien, j'avais regretté ça entre le G9 et le G9 II. L'écran, après, on s'y fait. C'est pas le plus dérangeant. C'est un truc statutaire, Benjamin. Voilà. Oui, mais c'est pas. On s'y fait. On s'y fait, d'autant que l'écran arrière est désormais tellement bien pensé que cet écran-là, on s'en passe. Moi, j'ai plus déploré par rapport au S1R le rétroéclairage des touches arrière, qui est un petit truc sympathique. Auquel on peut s'habituer quand on photographie de nuit sur un trépied. Mais sinon, l'ergonomie, là, je te fais une passe, Damien. Je pense que l'ergonomie, c'est un des points forts de ce boîtier. C'est vrai que quand on le prend en main, on sent que les touches sont bien sous les doigts, quoi. Ouais, c'est là où effectivement tu te dis quand même, on a l'impression que c'est les mêmes boîtiers, mais il y a beaucoup de choses qui changent. Rien que ce petit switch photo-vidéo qui permet d'avoir ces réglages dans les deux mondes et de simplifier les menus aussi, d'avoir des menus qui soient que photo et que vidéo, c'est top. Moi, l'écran sur le dessus, personnellement, je ne l'utilise pas trop, donc c'est pas quelque chose qui me manque. Par contre, le rétroéclairage, oui, c'est vrai que ça, c'est pratique. Et Damien, tu peux nous parler un peu de l'expérience de visée, ce viseur électronique, comment il se positionne sur le marché des hybrides haut de gamme d'une manière générale. Et j'aimerais bien que tu nous remettes un petit vernis sur cet écran qui, comme tu le dis, propose le meilleur des deux mondes. Oui, alors je crois que le viseur, il fait 5,76 millions de points, si je dis pas de bêtises. Écoute, c'est un viseur qui est il est rond. Moi, j'aime bien les viseurs ronds. C'est bête, hein, mais c'est vrai que c'est très agréable de mettre son œil dedans. On a un viseur qui a une bonne cadence de rafraîchissement aussi. Donc, c'est un viseur qui est agréable à utiliser. Mais surtout, oui, l'écran. L'écran, c'est vrai que quel confort. Moi, maintenant, les boîtiers où je suis obligé de mettre mon écran sur le côté, maintenant que j'ai goûté à ce meilleur des deux mondes de pouvoir choisir, c'est vrai que quand même, quand on est en photo, notamment sur des téléobjectifs, quand on peut rester exactement dans l'axe du viseur, c'est un confort de fou. Et là, je trouve qu'ils l'ont bien fait parce que la charnière est vraiment pas très épaisse. Sony faisait ça depuis quelques années, mais c'était les seuls. Et là, c'est les premiers à reprendre cette charnière qui est vraiment pas très épaisse. Ça agrossit pas le boîtier, mais quand même, en confort de travail, c'est irremplaçable, je trouve. Allez, on continue notre découverte de ce nouvel appareil avec les fonctionnalités vidéo qui sont, une fois n'est pas coutume chez Panasonic, ultra développées. Le Lumix S1R2 a vraiment été pensé comme un outil hybride qui permet de passer en 1 seconde d'un appareil photo à une véritable caméra
vidéo. On écoute le créateur David Lambeau, alias Monsieur Caméra, nous donner son avis sur cette approche proposée par Lumix et son nouvel appareil. C'est intéressant en effet de se plonger sur cette polyvalence qu'on a à l'heure actuelle, hein. C'est-à-dire que les nouveaux boîtiers qui sortent doivent avoir un peu ce côté couteau ultra suisse, hein. On est plus simplement pour quelque chose qui doit avoir une mixité entre les deux, c'est-à-dire photo et vidéo. Et c'est vrai que moi j'ai été bluffé par ce Lumix S1R Mark II qui est en face de moi au moment où j'enregistre ce podcast avec vous. Ben, ça devient en tout cas mon boîtier hybride principal et pour plusieurs raisons en fait. C'est justement cette rapidité de polyvalence. Moi, en tout cas, c'est ce qui me bluffe le plus avec ce boîtier. C'est-à-dire que dès l'instant où on a justement ce commutateur qui est présent sur notre petite roulette, hein, donc sur le côté gauche du boîtier, qui nous permet de passer du mode photo au mode vidéo et même avec le supplément sur le mode ralenti, je ne vais pas dire que c'est unique, loin de là. Je ne vais pas du tout dire que c'est unique parce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi sur les autres boîtiers des autres marques. Par contre, là où ça va exceller et où moi je trouve en tout cas quelque chose de dingue, c'est que sur justement ces commutateurs en question, photo, vidéo et ralenti, on peut à chaque fois en fait enregistrer 15 préconfigurations. Et ça, c'est dingue parce que ça veut dire que 15 x 3, on se retrouve avec 45 préconfigurations possibles entre la photo, la vidéo et l'enregistrement en ralenti. Mais je vais dire en tout cas qu'on arrive à trouver des solutions pertinentes avec justement cette rapidité de switch ou en tout cas si je me retrouve dans le bureau d'un directeur et que on doit faire la prise d'interview face caméra et que sur le moment même en tout cas il doit par exemple dire ah ben tiens on a reçu tel prix justement d'efficacité ou alors on a reçu tel prix qui correspondent à des normes d'ISO de production et qu'à ce moment-là, j'ai la chargée de prod qui est derrière moi et qui me tape sur l'épaule et qui me fait « Oh David, on sait vite faire une petite photo en tout cas de lui en train de tenir justement ce trophée ou alors cette nouvelle norme ISO ». Ben là, je peux dire oui, tout simplement. Je peux dire oui, ok, sans problème. Je balance le switch sur le mode photo, je mets la préconfiguration qui m'intéresse ou alors je mets en priorité ouverture et boum, et je fais ma photo et je suis tranquille. Et puis après, elle peut dire, bon, allez, on va reprendre l'interview. Aucun souci. Je rebalance le switch sur la partie, en tout cas, de la préconfiguration qui m'intéresse. Et on y va et c'est envoyé. Et pour peu, en tout cas, que la personne m'ait dit, m'ait rajouté de la difficulté en amont, c'est-à-dire qu'elle va me dire, bah, tu sais, David, en fait, on va faire la captation du directeur, mais on a un petit doute dans le sens où, de base, c'était en tout cas pour de la diffusion interne, mais on se tâte en tout cas à balancer ça aussi sur LinkedIn avec potentiellement, en tout cas, une diffusion en verticale. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? Bah, les gars, pas de souci. Moi, si vous voulez, en tout cas, je vous enregistre ici, à l'instant où j'enregistre le podcast avec vous, je vous enregistre cette vidéo en 6,4K en mode open gate. J'ai de la latitude, en tout cas, en post-production sur les hauteurs. Sans souci, moi, je vois un cadrage un tout petit peu plus large et on aura une double exploitation au format horizontal comme vertical. Ça, pour moi, c'est de la vraie polyvalence. Ça, pour moi, c'est de la véritable hybridation. Voilà. Bon, il est évidemment très enthousiaste, David, dans son témoignage. On sent bien que le boîtier a été conçu un peu comme un genre de transformer hein, entre un appareil photo et une caméra vidéo. Toi, Damien, t'en penses quoi finalement de cette approche? On a vu hein, dans la première partie de l'émission qu'on sent quand même que l'ADN fondamental de ce produit, c'est la photo. Même dans cette perspective-là, c'est important d'avoir un outil polyvalent en vidéo? Ah bah oui, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de boîtiers qui peuvent faire l'économie d'être costaud aussi en vidéo. Et là, comme dit David, on a quand même de l'open gate, on a quand même de la 6K. Cette 6K bah, permet de faire de recadrer en vertical et de garder du 1080p et c'est la résolution qu'on a besoin. Donc c'est vrai qu'en un seul plan, on est capable de travailler tous les formats en même temps. Donc non, c'est un outil qui est très important, je pense, pour du corporate. Laurent, comment elle a été pensée finalement ce switch qui permet de passer d'une version appareil photo à une version caméra vidéo sur ce boîtier? Bah, ça a été pensé pour que l'appareil soit sans compromis d'un côté un appareil photo et que du moment où on bascule sur ce mode vidéo ou slow and quick, devienne littéralement non plus un appareil photo mais une caméra vidéo ou une caméra à faire des slow motion. Donc
à partir du moment où on a switché, tous les boutons que vous avez réglés vont prendre la fonctionnalité que vous leur avez réglée. C'est-à-dire que les touches de raccourci, comme je dis, sur la molette, on va de C1 à C5. Et encore, quand je dis C1 à C5, dans le C5, on peut aller jusqu'à C5-10. Donc ça fait jusqu'à 14 réglages sur les modes custom. C'est pas les mêmes en photo ou en vidéo, donc ils peuvent être complètement personnalisés. Même le mappage des touches, c'est-à-dire que, par exemple, moi sur mon boîtier, il y a une touche dont j'ai peu d'usage parce que je fais pas beaucoup de face cam, c'est la petite touche rec qui est en façade, que certains peuvent reprocher d'être là parce qu'on appuie assez facilement dessus. Bah, moi, par exemple, en photo, c'est mon histogramme, mais dès que je passe en vidéo, c'est mon waveform. Et quand je suis en lecture, je l'ai désactivé parce que pour le coup, en lecture, j'avais pas besoin de cette touche-là. Donc, tout est personnalisable. C'est vraiment 3 boîtiers différents à partir du moment où on a ce switch, et même au niveau des réglages qu'on était en train d'utiliser. Comme la colorimétrie aussi, par exemple. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Moi, en photo, par exemple, je fais des photos en mode standard, par exemple, et en AF single. Au moment où je bascule en vidéo, de lui-même, si je lui ai demandé, il va se mettre en AF continu, d'ailleurs c'est le réglage par défaut, il va se mettre en log, et donc je vais avoir un profil complètement différent, et je peux switcher de l'un à l'autre très facilement, ce qui n'était pas le cas. J'étais obligé absolument d'avoir des customs avant pour pouvoir repasser dans le mode qui correspondait à mon usage. Alors, on va pas vous faire l'affront de vous lister les innombrables modes d'enregistrement vidéo proposés sur ce boîtier qui permettent grosso modo de s'adapter à toutes les configurations de production et de tournage possibles et imaginables, mais on va s'attarder quand même sur quelques configs et fonctionnalités spécifiques. Laurent, le S1R2, c'est le premier boîtier Lumix à proposer un enregistrement vidéo en 8K. Oui, en effet. Déjà parce que ça fait plus de 33 millions de pixels, ce qui est la définition de la 8K, donc c'est possible. Ce qui était pas pour d'autres raisons, en l'occurrence de puissance de processeur sur les S1R première génération, et puis pas de volonté non plus de le faire, même si, encore une fois, c'était pas techniquement possible. Là, on passe sur de la 8K en 10 bits en interne. On est capable, par une mise à jour prochaine gratuite, de monter en 8,1K en Open Gate. C'est-à-dire que, je le rappelle, sur l'intégralité du capteur, ceux qui font du multi-aspect, il y aura des mises à jour. Enfin, oui, c'est le premier à faire de la 8K et plein d'autres formats. C'est super quand même cette philosophie de mise à jour qui déloque en quelque sorte des fonctionnalités. Mais pourquoi vous ne l'avez pas mis tout de suite, ce truc-là, dans le boîtier ? Alors, tu veux que je te dise, j'en ai aucune idée. Est-ce que c'est une mise à jour payante d'ailleurs Non, ce serait une mise à jour gratuite. Vous avez déjà fait aussi. Alors, non, les mises à jour payantes étaient plus des options à activer ou autres. Donc, techniquement, l'option était déjà dedans, il fallait juste la déverrouiller. Là, c'est vraiment un upgrade des fonctionnalités du boîtier, et c'est la seule qui a été annoncée pour l'instant. Mais je connais assez mes ingénieurs depuis des années. Je sais qu'il y a d'autres choses qui vont être mises en place aussi sur le boîtier. Bon. Et si on n'a pas besoin de 8K, qu'est-ce qu'il propose comme mode d'enregistrement un peu clé dans des définitions quand même un chouïa plus raisonnables ? Alors, pour moi, déjà, il y a une chose clé dans ce produit-là, c'est le fait de faire de la 4K ou de la 4K cinéma, c'est-à-dire en 4096, en 4.2.2.8 en interne. Ça, c'est un des points clés de ce boîtier, d'autant plus que la 4K 60, c'est ce qu'on appelle le l'oversampling, c'est-à-dire c'est basé sur la totalité du capteur, et c'est un calcul savant qui permet d'avoir une colorimétrie particulièrement riche. Il est capable de faire de la 4K 120 en 10 bits aussi en interne. On a une gestion de l'anamorphique, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, l'anamorphique en interne, c'est-à-dire qu'on le desqueeze, et chose unique sur le marché, on le stabilise, les optiques anamorphiques, et la prise en charge des formats RAW, parce que c'est un boîtier qui est capable de faire du RAW en interne sans limitation de temps, autre que la carte, j'entends, parce que la chauffe est un problème, on l'a vu. On fait du ProRes classique, on va dire, en 4.2.2 HQ en 5,8K en 30p. On fait du ProRes RAW HQ toujours en 5,8K et du ProRes RAW HQ aussi. On atteint des débits 3,5 gigabits par seconde. Alors oui, attention, si on fait des trop gros formats, ça oblige à mettre le grip. Pourquoi ? C'est-à-dire parce que ça demande beaucoup d'énergie, et l'énergie seule, bouton ampérage en fait, et l'énergie seule de la batterie interne n'est pas suffisante, donc il faut mettre le grip pour avoir assez d'énergie pour pouvoir alimenter le processeur pour faire des si gros débits.
Et est-ce qu'on peut utiliser un SSD externe pour enregistrer directement dessus, comme le S5 de Oui. ZX, par exemple? Oui, et d'ailleurs, dès qu'on va mettre un SSD externe, ça devient le support d'enregistrement. C'est-à-dire qu'il y a les cartes mémoire, que ce soit en photo ou en vidéo, hein, j'entends. C'est-à-dire, au fait ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, du meeting aérien, on fait 2000 photos par jour minimum. C'est confortable de l'avoir sur un SSD et pas sur une carte SD. On traite directement depuis les photos ou bien les vidéos. Et évidemment, même chose pour les batteries et le grip, hein, ça ne change pas. Mais on va pouvoir faire ce RAW ou ce ProRes RAW sur SSD externe. Et pour les vidéastes et les réalisateurs les plus exigeants, ils ont tous les outils qu'on peut imaginer d'assistance à la prise de vue, de log, de lutte, de tout ce qu'on peut imaginer, c'est Ou- dedans. Oui, et même des nouveaux d'ailleurs. Alors ça, c'est quelque chose qui est hérité des GH5. Donc pour le coup, ça remonte un peu. On a toujours considéré que nos boîtiers étaient des boîtiers qui devaient tout intégrer directement dans le boîtier sans avoir besoin de mettre des accessoires externes, type moniteur sur lequel on va retrouver des waveforms, etc. Tout est dans le boîtier. Les waveforms, vector scope, spotmètre de luminance, zebra, marqueur de cadre, j'en oublie forcément. Et on disait que c'était un boîtier pour les photographes, c'est ça? Oui, c'est un boîtier pour les photographes, mais ça, c'est hérité. C'est hérité de notre C'est- ADN, ouais, ça. c'est ça, ça fait partie. Pour nous, je ne vais pas dire que c'est le minimum syndical, mais c'est logiquement dedans. Ça n'a rien d'exceptionnel à ce boîtier-là d'avoir ça dedans, en fait, chez nous. Donc, comme je disais, oui, des luttes, hein, on a 39 emplacements libres pour mettre des luttes, d'autant plus que ça peut être couplé avec l'application qui permet d'en télécharger. Il y a plein de choses. Enfin, j'en oublie sûrement, hein, le 32 bits flottante, les proxys. T'en veux d'autres? J'en ai encore plein. Attends, parce que au-delà de ces spécificités purement techniques, il y a aussi la partie software qui a été largement développée par Lumix depuis un certain temps. On a déjà évoqué à ces micros, Benjamin, à l'occasion de la sortie du S9, le Lumix Lab pour la gestion des luttes. Et désormais, avec ce S1R2, il y a une nouvelle application qui a vu le jour qui s'appelle le Lumix Flow et qui a été conçu comme un véritable assistant de réalisation digitale. On vous propose d'écouter le créateur Jérôme Kainborg de la chaîne Naotech nous en parler. Je trouve ça très intéressant ce que fait Panasonic parce que aujourd'hui, on a quand même des formidables outils photographiques dans nos poches, mais on a quand même des boîtiers dédiés. Et du coup, de réfléchir à comment ces smartphones peuvent nous aider dans le travail ou dans le loisir ou dans la photo ou dans la vidéo, c'est-à-dire que nos smartphones deviennent des compagnons finalement de nos boîtiers dédiés. Je trouve que la démarche déjà en elle-même est très intéressante. Moi, j'ai discuté d'ailleurs avec des ingénieurs de chez Panasonic qui travaillent spécifiquement sur les apps. Ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils font. Et là, j'ai été agréablement surpris pour le lancement du S1R2. Ils nous ont présenté Flow. Alors, Flow, pour l'instant, on sent que c'est la première brique. Déjà, c'est une application différente de Lab, puisque ça va vraiment permettre à votre smartphone d'être un compagnon du geste photographique ou du geste vidéo, dans le sens où, déjà, avec une connexion USB-C, vous le mettez au-dessus de votre boîtier, votre S1R2, et ça devient un écran externe, touch. Donc, vous allez pouvoir faire votre mise en point et vos réglages directement sur votre smartphone. Sachant qu'à plus ou moins long terme, on pourra afficher des informations différentes entre l'écran du boîtier et l'écran du smartphone. Donc, ça devient vraiment un écran externe hyper intéressant. L'autre partie de Lumix Flow, c'est une aide à la pré-prod. C'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir réaliser complètement un storyboard de ce qu'on a à filmer. Là, je pense aux gens qui ont des fictions ou des reportages à faire. Ça permet d'avoir un listing des plans qu'on veut faire, mais même de les crobarder. Il y a tout un système 3D pour mettre des silhouettes, pour mettre le fond que vous voulez. Ce qui veut dire qu'en repérage, on peut prendre des photos au smartphone, les intégrer dans son storyboard, mettre ses acteurs avec des petites silhouettes 3D pour voir le type de plan qu'on a à réaliser. On a comme ça une checklist des plans qu'on doit faire directement affichés sur son smartphone. Mais là où ça devient, à mon avis, assez génial, c'est que si on lance l'enregistrement de la séquence à partir du smartphone, il va enregistrer les informations du storyboard un peu sur les fichiers. C'est-à-dire qu'au moment du dérush, il va pouvoir dérusher la structure du storyboard,
les différentes séquences, les différents plans dans des dossiers séparés. Et on pourra choisir aussi dans les rushs qu'on a fait, une présélection de ce plan il est bon, ce plan il est moyen, ce plan il est mauvais, mais je le garde quand même. Ce qui permet, et ça je trouve ça hyper malin, de gagner énormément de temps en pré-prod avant le montage. Voilà un petit peu la démarche de Lumix autour des apps, et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Alors Damien, est-ce que tu l'as flow bien, cette nouvelle application Lumix Flow? Ouais, elle est bluffante. Vraiment bluffante, hein. Tu te branches sur l'USB-C. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est ça, c'est que c'est du filaire. On sait à quel point le Wi-Fi et le Bluetooth, moi je suis désolé, mais sur aucune caméra ça fonctionne bien. C'est des trucs qui à longueur d'année me lâchent, ça marche bien, puis tu sais pas pourquoi d'un coup ça s'arrête et puis tu galères et tu n'arrives pas à reconnecter. Là c'est en USB-C, donc tu as la fiabilité du filaire, tu sais que tu branches, ça marche. Et pour le coup, à chaque fois que j'ai branché, ça a marché tout de suite. Et c'est un outil où d'un coup, avec ton smartphone, tu peux faire énormément de choses. Tu peux préparer ton tournage avant, tu peux commencer déjà à penser au montage au moment où tu tournes. Tu peux te faire ta checklist, comme disait Jérôme, avec tous les plans que tu dois filmer en les décrivant. Et une fois que tu arrives sur le terrain, c'est un outil qui est hyper pragmatique. C'est vraiment, enfin, ça complète bien le Lumix Lab qui déjà leur avait donné un coup d'avance avec toutes les simulations. C'est vrai qu'en termes de logiciel, ils sont en avance par rapport à ce qui se fait sur le marché. Toi, Laurent, qui fait du montage aussi, c'est quelque chose qui doit te parler. Alors, j'avoue que je fais peu de storyboard, moi. Par contre, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la philosophie du mix a toujours été d'avoir un tout en un sans avoir besoin de rajouter quoi que ce soit à l'extérieur. Et alors, que dire de plus que ce qu'ont dit Jérôme et Damien, hein, mais en effet, ça permet de faire des storyboards, ça permet surtout d'avoir un moniteur externe avec tous les affichages de toutes les informations, sélectionner ses points de collimateur, ses réglages de boîtier directement via l'appli. Alors oui, c'est en USB-C, mais je vais faire un tout petit aparté parce qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, mais moi j'ai un iPhone qui n'était pas encore en USB-C, par exemple. Moi j'ai un etc. CM1 personnellement. Oh mon Dieu, un collector. Moi aussi. Un collector. Bon, d'accord, moi aussi. Édition Yellow Corner. Et, rarissime. Ça doit. Non, je sais rien. Tu crois? Et non. Et c'est quand on a un iPhone plus ancien, il suffit d'avoir l'adaptateur de chez Apple spécial caméra et ça marche parfaitement. Moi, c'est mon cas. J'ai un iPhone 13 et il n'y a aucun problème avec cet adaptateur. Ça fonctionne même si c'est pas de l'USB-C. Mais on se retrouve avec un véritable moniteur qui, comme le disait Jérôme, et je suis d'accord avec lui, on sent qu'il y en a sous le pied. C'est-à-dire que derrière, ils vont être ajoutés des fonctionnalités. On peut afficher aujourd'hui un histogramme, mais pas encore un waveform, par exemple. Donc, on sent que ça va venir. On peut pas encore mettre de lutte dessus. On voit l'image en log pour ceux qui font de la vidéo. Parce que ça marche aussi en photo. Hein. On peut se servir en monitoring photo, bien entendu. Il va falloir tout fusionner. À un moment donné, vous n'allez pas avoir 3 apps qui Alors, vont naviguer. je pense quoi. que c'est pas fait pour les mêmes personnes. Les gens qui vont... Parce que Lumix Lab a été... on a rajouté les fonctionnalités qu'il y avait dans la première appli dans Lumix Lab. Donc, la première appli qui s'appelait Lumix Sync n'a plus d'usage pour ces boîtiers récents. Donc là, on a à la fois dans Lumix Lab le contrôle des appareils, le rapatriement automatique ou pas des photos, le datage, la géolocalisation et la création ou le téléchargement de lutte qu'on peut mettre dans le boîtier. Dans Lumix Flow, c'est un outil, lui, plus de pré-post-production. C'est-à-dire que, alors, je vais rajouter un truc que, pour le coup, Jérôme n'avait peut-être pas identifié, c'est que en plus de pouvoir faire son tri de vidéos, de faire son storyboard, et donc que l'appli classe automatiquement dans des bons dossiers les rushs, en fait, l'appli va générer un fichier XML qu'on va implanter directement dans son logiciel de montage, n'importe lequel, hein, le XML c'est universel, et automatiquement, il va importer les rushs qu'on a conservés dans le bon ordre. Donc, il ne restera plus qu'à finaliser son cut, son étalo, ses montages, ses effets, etc. dessus. Donc, l'appli, elle est bien, elle est assez magique. C'est vrai que ça marche instantanément. Et on sent que ça va encore continuer à évoluer derrière. Bon. Alors, pour terminer, un mot ou plutôt un rappel sur la monture L qui équipe ce nouveau S1R2 et d'ailleurs tous les hybrides full frame de Lumix. Cette monture a une particularité unique sur le marché puisqu'elle réunit 3 constructeurs différents au travers d'une alliance. Lumix donc, mais aussi Sigma et enfin Leica qui forment la L-Mount Alliance. On peut donc utiliser sans aucun souci ou compromis l'ensemble des optiques en monture L proposées par Sigma et Leica, mais aussi Samyang et Sirui sur le S1R2
et plus évidemment toutes les optiques qui sont développées et proposées par Lumix directement. Laurent, aujourd'hui, chez Lumix, vous avez une gamme qui est composée de combien d'objectifs ? Aujourd'hui, on est un petit peu moins de 20 objectifs, en passant par une série que j'affectionne particulièrement, qui est la petite série des Prime, c'est-à-dire toute la petite série des focales fixes, très compactes, qui font tous la ouvrent même... un 8. Oui, c'est ça, celle-là, qui ouvre Sauf le macro. Sauf le macro, bien évidemment, qui a 2.8, mais elles font toutes la même taille, le même poids, le même diamètre de filtre, la même formule optique. Donc, pour les utilisateurs de gimbal, par exemple, je pense aux vidéastes où il n'y a pas besoin de recalibrer tout ça. Mais en tout cas, toutes ces petites optiques sont extrêmement compactes et polyvalentes. Enfin, polyvalentes, ça dépend de la focale qu'on met, mais extrêmement compactes, extrêmement complète, parce qu'on a un 18, 24, 35, 50, 85 et donc le 100 macro qui est très très compact pour les plus petits macros du marché en plein format. À côté de ça, on a la série Pro avec des emblématiques évidemment 24-70, 70-200 qui soient f4 ou 2.8 et le 51.4 qui est une merveille absolue en termes d'optique, et toute notre gamme on va dire classique avec ce 24-105 qui est celui du kit que j'affectionne, et pourtant Dieu sait que c'est pas mes focales de prédilection, mais ce 24-105 f4 je le trouve extrêmement bon, des ultra grands angles. Enfin, on a globalement en interne quasiment, à part les téléobjectifs très longues focales, on n'a pas encore, ça viendra sûrement dans un avenir proche, en tout cas c'est ce qui est inscrit dans la roadmap, même si j'ai pas de valeur aujourd'hui à annoncer, ça viendra, mais il y a déjà chez nous on a de quoi faire, mais voilà, les autres complètent amplement. Oui, c'est ça, quelque chose de très complémentaire avec ce que peut offrir Sigma par ailleurs, avec le récent 300-600 f4, notamment en ce qui concerne la longue focale. Par contre, Damien, en début d'émission, tu disais qu'il y avait peut-être certaines optiques qui pourraient être rafraîchies. Tu pensais à des modèles en particulier ? Bah oui, en fait, quasiment tout, à part cette gamme 1.8 et le macro, c'est-à-dire que le 24-70, le 70-200. Je crois que malheureusement, on manque de télé. On n'a pas de 100-400 et on n'a pas de 150-600. Il y a le 16-35 aussi. En fait, c'est des objectifs qui sont bons. C'est pas la qualité qui pose un problème. Elles sont encore au goût du jour, mais elles sont grosses et lourdes. On a vu plus compact depuis ça. Ouais, c'est vraiment gros et c'est vraiment lourd, quoi. Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles on développe pas mal d'optiques beaucoup plus compactes, hein. Justement, toute cette gamme de petites, elles sont vraiment petites. Et on essaye si vous regardez bien un petit peu comment les derniers développements optiques qui ont été faits. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il faut les renouveler. Voilà, c'est ça. Et tu regardes le 28-200, par exemple, le 28-200, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ces focales-là, il est particulièrement compact pour un 28-200. Il fait la taille du 20-60 de kit, qui est vraiment tout petit. Puis là, on a juste cité la série 1.8, moi, des optiques que j'affectionne particulièrement en termes de prime, de focale fixe lumineuse, c'est la série E-Contemporary chez Sigma, qui peut justifier à elle seule le passage en monturelle. En montureux aussi, évidemment, ce qu'ils existent, mais je pense que c'est un vrai atout de cette monture pour le coup. Et on a vraiment, Laurent, aucune perte de performance à envisager si on travaille avec des optiques Sigma sur un boîtier Lumix ? Absolument aucune. Aucune. Ah non, aucune. Elles ont vraiment été développées pour cette monture L. Il ne faut pas oublier que Sigma aussi a des boîtiers en monture L un peu particuliers en termes de form factor, etc. Mais peu importe. Très particulier, son dernier. Ou de forme tout court. Le BF est... Oui, c'est particulier. Ouais. Mais ça marche exactement de la même façon. Et Sigma a aussi des capteurs très, très définis. Donc, il n'y a aucune raison qu'une optique Sigma en monture L n'ait pas un comportement similaire monté sur un boîtier à nous. C'est encore une fois... Même en termes de coordination de la stabilisation avec le capteur ? Ah oui, ça a été développé pour. Moi, tous les tests que j'ai faits, j'ai pas spécialement ressenti de problème. Je sais que leurs optiques sont mises à jour, nos boîtiers sont mis à jour aussi pour ce cas de compatibilité. Je sais que de temps en temps, il y en a un qui va être privilégié sur l'autre, mais il y a une logique. Sur des très très longues focales, la stab capteur n'a pas spécialement d'usage, donc on privilégiera des stabs optiques. Mais globalement, oui, c'est fait pour. Alors, il y a quand même une catégorie d'objectifs qu'on ne trouve pas en monture L, et c'est presque surprenant de la part de Panasonic avec cet ADN quand même très vidéo, c'est des optiques motorisées. On en voit arriver chez d'autres constructeurs. Qu'est-ce qui se passe ? C'est une bonne question. Je n'ai malheureusement pas cette info. Je sais que c'est... Alors, pour la roadmap officielle, tout le monde la connaît, hein, ça n'a pas l'air d'être dans la roadmap. Donc, je ne vois pas ça arriver à court terme. Est-ce que dans l'avenir, ça arrivera ? Je ne vais même pas dire oui ni non. Ouais. J'ai pas cette info aujourd'hui. J'avoue que ça pourrait être intéressant.
de les avoir, mais j'ai pas d'infos aujourd'hui par rapport à ça. Bon, allez, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Laurent, et merci à toi, Damien, d'avoir partagé finalement toutes ces infos, d'avoir répondu à toutes ces questions autour du nouveau Lumix S1R Mark II. Je mets un terme à cette discussion et on passe au débrief. Nous sommes toujours avec Laurent Carcena de Panasonic France qui est accompagné du créateur et youtubeur Damien Bernal pour parler du nouveau Lumix S1R2. Laurent, Damien, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette grande émission. Première question pour toi, Laurent. 6 ans entre le S1R et le tout nouveau S1R2. Pourquoi autant d'attentes ? Parce qu'il fallait développer une gamme plus compacte aussi. À l'époque du S1R et de la gamme S1, c'était des boîtiers assez volumineux et qui ont eu un accueil un peu mitigé du fait qu'on n'était pas attendu sur des boîtiers de cette taille-là. Donc les recherches et développements de différents boîtiers, en l'occurrence, si je fais bien le calcul, 4 voire 5 boîtiers sur 6 ans, ça me choque pas plus que ça. Arrivé aujourd'hui que le marché de Lumix est bien installé sur le plein format avec des modèles plus haut de gamme, c'était une logique. Maintenant, je peux comprendre que 6 ans paraissent longs, mais ça valait le coup d'attendre. Damien, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi l'ergonomie t'a séduit sur le S1R2 ? Ah ben moi, tu sais, cet écran dont on a beaucoup parlé qui permet de rester dans l'axe, mais aussi de se déporter. Donc en fait, c'est le meilleur aussi bien en photo qu'en vidéo. Et ce petit switch photo-vidéo qui permet de choisir dans quel monde on a envie de travailler et de simplifier les menus et de permettre l'utilisation de la molette PASM dans les deux mondes, moi, c'est quelque chose. Et la protection du capteur. C'est quand même les 3 éléments qui, pour moi, changent l'ergonomie complètement d'un boîtier et rend le boîtier beaucoup plus agréable à utiliser. Laurent, est-ce que tu peux nous présenter en quelques phrases ce nouveau S1R2 et ses principales caractéristiques ? Oui, donc on est sur un boîtier 44 millions de pixels, capteur rétro-éclairé, stabilisé, particulièrement stabilisé d'ailleurs, avec double ISO, donc une bonne sensibilité malgré le fait que ce soit un 44 millions de pixels. Un boîtier qui est tropicalisé, durci, donc extrêmement solide, avec une ergonomie, comme vient de le dire Damien, particulièrement pensée. Une prise en main que je trouve très bonne, ce grip est très chouette. Et une rafale à 40 images secondes, un moto de résolution à main levée à 177 millions de pixels. Et pour ce qui est de la partie vidéo, la vidéo jusqu'à de la 8K, voire même 8,1K en open gate, c'est-à-dire sur l'intégralité du capteur pour les utilisateurs multiformat, vertical, horizontal, en une seule prise de vue. Des débits vidéo particulièrement monstres, qu'on est capable de faire du RAW en interne, voire sur SSD externe, et jusqu'à de la 4K 120 sans crop directement sur le boîtier, et sans compter toute l'ergonomie, les outils, les assistants, les luttes, tout ce qui peut aller avec. Damien, tu as pu le tester dans différentes situations. Ce boîtier, selon toi, il s'adresse à quel profil, à quel type d'utilisateur ? Écoute, c'est un capteur haute résolution, donc généralement, c'est des capteurs qui sont plutôt faits pour les photographes pour avoir plus de détails dans la photo, pour pouvoir faire des grands tirages. Et le capteur haute résolution a toujours, notamment quand il n'est pas empilé, une petite conséquence sur la partie photo. Ça amène une vidéo et le capteur haute résolution a par contre une conséquence généralement négative sur la partie vidéo. Alors certes, il est très fort en vidéo, juste la partie photo prend l'ascendant sur la partie vidéo. Damien, je reste avec toi. Haute résolution en photo, mais haute résolution aussi en vidéo. Est-ce que la 8K, c'est pas un peu overkill pour un vidéaste ? Non, on l'a vu tout à l'heure avec David. Je pense que la 8K, c'est aussi une utilisation plus polyvalente. C'est pas dans le but d'être diffusé en 8K parce que aujourd'hui, on n'a pas vraiment de téléviseur 8K, mais c'est dans le but d'être recadré, un peu comme la haute résolution en photo. La 8K, c'est 4 valeurs de plan 4K. Donc, on peut imaginer une interview avec un plan qui prend les deux interlocuteurs et être capable de recadrer en 4K sur chacun des 2 interlocuteurs et en fait d'avoir 3 valeurs de plan dans un seul plan. C'est aujourd'hui l'utilisation principale que peut avoir la 8K. On a vu tout à l'heure avec la 6K qu'on était capable de travailler en open gate et donc de travailler à la fois en vertical et en horizontal en même temps. Et donc, en fait, on est sur un boîtier qui est hyper polyvalent. Laurent, est-ce que tu peux nous résumer l'application Lumix Flow en 3 points ? Oui. Premier point, ça permet de créer des storyboards.
Donc, pour ceux qui vont faire de la vidéo, vont pouvoir créer leur plan de travail et être sûr de ne pas oublier un plan, tout simplement. Deuxième fonctionnalité clé pour moi, c'est que ça devient un moniteur externe complet, hein, avec tous les outils, les affichages d'informations, les vumètres, enfin les waveforms bientôt, etc. dedans. Et troisième plan, c'est un outil qui va servir aussi à la post-production parce que tous les plans qu'on aura tournés et donc via le boîtier et classés en fonction du storyboard qu'on a créé vont générer un petit fichier de montage qui vont permettre de classer automatiquement les fichiers qu'on a conservés directement et les mettre dans la timeline du logiciel de montage sans avoir besoin de refaire une sélection et un dérush en post-prod qui aura déjà été fait sur le terrain. Damien, est-ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché toutes les optiques nécessaires, aussi bien pour un usage photo que vidéo, en monture L? Oui, franchement, quand on voit ce qu'a Panasonic plus Sigma plus Leica, je pense qu'il faudrait être difficile pour pas trouver son bonheur. Pour terminer, Laurent, combien ça vaut un S1R Mark II? Alors, boîtier nu, c'est un boîtier à 3 599 €. Il existe un kit avec le 2405 F4 à 4 499 €. Merci pour toutes ces explications. On termine cette émission avec le traditionnel quiz. Damien, Laurent, vous le connaissez, mais je vous le rappelle, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qui nous ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne? Oui. Oui. Première question pour toi, Laurent, qui nous vient d'un dénommé Darrell. Est-ce que l'on peut utiliser Lumix Flow même si on n'a pas de Lumix? Ah oui, bien sûr, Lumix Flow est une application. Alors, évidemment, pas le monitoring externe, mais la création de storyboard peut être totalement utilisée en externe. Encore une fois, on peut prendre les photos avec son smartphone pour faire les arrière-plans et puis le repérage terrain et intégrer les petits personnages. Au moins, ça fait un storyboard pense-bête qu'on a directement dans la poche et qu'on peut faire directement sur le terrain facilement. Ce serait pas mal d'ouvrir quand même la fonction moniteur. Je sais pas si c'est facilement faisable, mais ce serait intéressant. Tu vois, je te dis, j'y crois pas des masses. Allez, deuxième question pour toi, Damien, qui nous vient de Histoire en pixels. En quoi est-ce qu'il se démarque en photo comparé à ses concurrents? Je pense qu'il se démarque par son ergonomie d'abord et par son positionnement tarifaire. Parce que d'habitude, à ce prix-là, justement, on n'a pas ce type d'ergonomie, on a beaucoup plus de compromis. Laurent, est-ce qu'il n'y a pas une petite place encore en plus au-dessus pour un potentiel flagship encore plus vénère et en spec et en prix? Je dirais que si, mais j'ai pas d'infos aujourd'hui. La logique veut que ces compromis qui sont faits sur la partie vidéo, et connaissant un petit peu l'ADN de la marque, fait que il y aurait une logique à ce qu'il y ait un modèle au-dessus. Maintenant, aujourd'hui, quoi, quand, comment, je suis absolument incapable de le dire. Parfait, on continue avec toi et les questions qui vont être compliquées pour toi à répondre. Troisième question qui nous vient de Romain Natier. À quand un Lumix compact en monture L genre S9, mais avec un viseur? C'est une bonne question. J'en ai absolument aucune idée. Je ne crois pas que ce soit dans les tuyaux, mais encore une fois, je suis pas dans le secret des dieux. Malheureusement, à mon niveau, j'ai pas cette info. Ça me paraît pas être pour tout de suite. En gros, un GX8 plein format. Oui, j'avais compris. Ce serait cool. Hein. Ce serait cool. Ce serait Je suis très très entièrement cool. d'accord. J'adorerais. Un peu de concurrence là. Ah, j'adorerais pouvoir répondre oui. Puis tout de pourquoi pas même avec un objectif fixe, un compact, tout en un? Tu veux du gaffeur pour mettre sur S9? Je sais pas. Bref, bon. Quatrième question et pour terminer pour toi, Damien, qui nous vient de Julien Photographie. Pour une utilisation à 80% photo et 20% en vidéo 4K 120p, qu'est-ce qui vaut ce Lumix S1R2? Eh ben, c'est probablement un choix parfait. 80% photo, je pense qu'il est fait pour ça.
demande. Ouais, bon, moi, c'est très clair. De toute façon, je pense qu'on l'a dit tout au long de l'émission. C'est clairement d'abord un appareil photo avant d'être un appareil complètement. vidéo. Complètement. Bon, bah écoutez, on attend quand même la fin du chrono, hein, s'il vous plaît. Allez, on clôture le quiz là-dessus. Merci à tous. C'est la fin de cette émission. Laurent, Damien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions autour de ce nouveau boîtier, le Lumix S1R2. C'est le moment de vos actualités respectives. Je commence par toi, Laurent. L'actualité de Lumix, qu'est-ce qu'on peut dire ? On vient d'en parler pendant 1 heure, en fait. L'actualité de Lumix. Il y a forcément d'autres choses dans les tuyaux, évidemment. J'ai pas toutes les infos à mon grand désespoir, et même si je le savais, j'aurais pas le droit de vous le dire. Donc, il y a d'autres choses prévues. J'ai envie de dire stay tuned. Bon. Stay tuned premier semestre, deuxième semestre ? Pardon ça marche pas bien, mon casque, là. Et toi, Damien, quelle est l'actualité en ce qui te concerne ? Bah écoute, on va continuer à suivre cette actualité-là. Hein. Là, dernièrement, c'était pas mal recentré sur les caméras d'action et sur les drones DJI. Mais je pense qu'effectivement, chez Lumix, chez Sony, chez Canon, chez tous les acteurs, il y aura plein d'autres nouveautés. Bon, merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation, Damien. Et on te donne rendez-vous pour la saison 11 de ce podcast, pour cette traditionnelle émission de rentrée sur le marché de la photo, si tu en es d'accord. Un grand merci pour l'invitation. Merci à tous. À bientôt. Voilà pour cette émission spéciale dédiée au nouveau Lumix S1R Mark II. On vous donne rendez-vous dès jeudi prochain pour parler des bokeh masters, ces objectifs à ultra grande ouverture. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à jeudi prochain. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.